Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale, un État en pleine évolution. Comment? Les apôtres de la Révolution, les Rousseau, les Voltaire, les Mirabeau et les Danton ont fait retentir leurs paroles novatrices dans toute l'Europe et au-delà des mers. À leur voix, comme au son des trompettes de Jéricho, tout le passé s'est écroulé autour de cette vallée de l'Andorre, et là il est resté intact. Lorsque l'on aborde la question de la souveraineté de l'Andorre, et plus précisément le statut des coprinces, on parle inévitablement d'une certaine organisation des pouvoirs souverains, de l'indivisibilité de l'État. Cette expression empruntée au professeur Hans Morgenthau renvoie au principe selon lequel la souveraineté sur un même territoire ne peut pas résider simultanément en deux différentes autorités, car la souveraineté est indivisible. En effet, la coprincipauté d'Andorre est un exemple unique d'une évolution co-souveraine qui a divisé les pouvoirs souverains en deux tout en gardant l'unité du peuple andorran. La coprincipauté d'Andorre est un micro-État au cœur des Pyrénées, qui attire non seulement les touristes, mais aussi les grandes fortunes grâce à ses banques. Ainsi, pendant longtemps, elle n'était connue que par son statut de paradis fiscal. Cependant, au cours des dernières années, l'Andorre, de simple paradis fiscal, est devenu un État ambitieux sur la scène régionale et internationale. Son statut juridique de coprincipauté a par conséquent soulevé de nombreuses interrogations, et c'est la raison pour laquelle notre étude se propose d'y apporter des clarifications. En outre, l'étude sur l'Andorre est intéressante du fait qu'il s'agit d'un nouvel État qui s'est construit au XXe siècle dans un cadre pacifique et qui se présente comme un modèle juridique d'émancipation pour d'autres nouveaux États dans le monde. Son évolution souveraine révèle les avantages et les inconvénients des micro-États, tout en fondant sa propre identité parmi les autres États. De ce fait, entreprendre une étude sur les particularités de la souveraineté de la coprincipauté d'Andorre implique que l'on se penche tout d'abord sur la notion de souveraineté. À cet égard, il convient de souligner, comme le faisait déjà remarquer Jean Bodin au XVIe siècle, que la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république, c'est-à-dire la plus grande puissance de commander. Ayant ainsi acquis le monopole de la force et du droit, le monarque exerce désormais sa puissance souveraine sur une société totalement soumise. Dans cette perspective, la question de l'Andorre présente des particularités depuis son origine jusqu'à sa consécration en tant qu'État souverain après l'adoption de sa constitution en 1993. En effet, les questions relatives à la situation juridique de l'Andorre ne sont réellement apparues qu'au XIXe siècle, à la chute du Premier Empire. Le changement de régime politique en France mettait directement en danger l'équilibre souverain précieusement conservé par les Andorrans pendant 6 siècles. Ainsi, la co-souveraineté de l'Andorre entre l'évêché d'Urgell et les seigneurs français aurait pu prendre fin en faveur d'un seul souverain, l'évêque d'Urgell et par conséquent de l'Église catholique. Néanmoins, on constate que l'archevêque de la Séou d'Urgell et le président de la République française sont constitutionnellement reconnus comme étant les chefs de l'État de l'Andorre. Ces deux autorités exercent une fonction de haute autorité conjointement avec le peuple andorran. L'organisation institutionnelle de l'Andorre est alors marquée par une triple gouvernance, qui comprend à la fois une gouvernance théorique des coprinces et une gouvernance pratique des autorités andorranes locales. Dans le passé, c'étaient les autorités nationales qui administraient toutes les activités relatives au territoire andorran, sauf celles prévues comme appartenant aux coprinces. Puis, avec l'adoption de la Constitution du 14 mars 1993, ce partage a pris partiellement fin et le peuple andorran, en pleine liberté et indépendance et dans l'exercice de sa propre souveraineté, doit gouverner son État, un État à part entière, souverain et indépendant, reconnu par les deux coprinces et qui garde certaines particularités atypiques de l'État souverain, la coprincipauté d'Andorre. Dans cette perspective, la première question à laquelle il convient de répondre avant de se livrer à toute analyse sur le sujet est de savoir dans quel cadre juridique se trouve la notion de la souveraineté en Andorre. Comment aborder les particularités de la souveraineté de l'Andorre par rapport à son développement juridique? Cette recherche du lien entre les particularités de la souveraineté de l'Andorre et son développement juridique n'est toutefois pas suffisante pour saisir la relation. Il faut également envisager la construction de ces notions,
non seulement d'un point de vue historique, mais aussi selon une autre approche, la démarche contextualiste, qui permet de saisir à la fois la formation et la réalité des notions telles qu'on les appréhende aujourd'hui. Ce n'est qu'en adoptant une telle démarche que l'on pourra saisir l'intérêt de la recherche et mettre en évidence les différents questionnements liés à la relation entre la souveraineté de l'Andorre et ses coprinces. La méthode. Avant même de commencer toute analyse sur la relation existant entre le développement juridique de la souveraineté de l'Andorre et ses particularités, il convient de s'interroger sur le lien qui permet de rattacher le champ d'étude de la souveraineté à la coprincipauté d'Andorre. Plus précisément, il faut se demander par quel truchement les coprinces, malgré les différences sociales et d'autorité, vont pouvoir être appréhendés comme de véritables objets juridiques. Lorsque l'on aborde les particularités de la souveraineté de l'Andorre et de la coprincipauté, il faut tout d'abord chercher les éléments qui permettent de les confronter. La première difficulté de ce sujet réside dans le fait que les coprinces ont des statuts différents en ce qui concerne leur fonction principale. Le coprince épiscopal est un ecclésiastique, lié par son statut d'évêque au sein de l'Église catholique et nommé à vie par le souverain pontife. En revanche, le coprince président est un représentant élu du peuple français, lié par son statut de président de la République française. Par conséquent, le coprince épiscopal doit être étudié dans sa fonction cléricale avant d'être considéré comme souverain coprince de l'Andorre. Il se présente avant tout comme un responsable religieux chargé de l'organisation et du fonctionnement de son diocèse, fonction qui lui confère le rôle politique de coprince de l'Andorre. Par ailleurs, la même question se pose en ce qui concerne le coprince président. Ce dernier est tout d'abord le président des Français, un personnage politique élu par le peuple français pour une durée déterminée. Contrairement au coprince épiscopal, il n'est pas lié à une autorité supérieure et exerce son rôle de coprince président en toute souveraineté. Son rôle est alors plus personnel et par conséquent plus arbitraire. La seconde difficulté est liée au fait que la démarche scientifique ne se présente pas sous une forme binaire, mais qu'elle varie selon l'objet auquel elle s'applique. Ainsi, selon Aristote, on ne doit pas chercher la même rigueur dans toutes les discussions, car il est d'un homme cultivé de ne chercher la rigueur pour chaque genre de choses que dans la mesure où la nature du sujet l'admet. Dès lors, on est amené à considérer qu'il faut mettre en œuvre une rationalité spécifique pour l'étude du droit et des problèmes juridiques. La rigueur scientifique doit donc être adaptée à la nature même de l'objet qui est au centre de l'analyse. Ainsi, ce qui est valable pour l'ensemble des sciences l'est également pour le droit en général. Cependant, cette rigueur diffère selon les domaines du droit qui sont étudiés. En effet, certaines questions qui peuvent paraître de prime abord juridiques ne relèvent pas directement du droit. Certes, le droit les recouvre, mais elles ne soulèvent pas de problème juridique. Dans cette perspective, les relations qui existent entre les coprinces et l'Andorre peuvent sembler relever d'un problème de science politique ou de géopolitique, mais elles sont encadrées par les accords juridiques, ce qui leur donne une consistance juridique. On constate dès lors qu'il y a deux manières de traiter le champ d'étude de la souveraineté de l'Andorre. Tout d'abord, il faut adopter un raisonnement qui permette d'étudier le rapport entre le développement juridique de la souveraineté de l'Andorre et les coprinces. Ensuite, il est nécessaire d'analyser la mise en œuvre du partage de la souveraineté par les coprinces. C'est donc selon ces deux méthodes que l'on doit aborder l'étude des relations entre la particularité du développement juridique de la souveraineté et la contribution au maintien des prérogatives des coprinces jusqu'à nos jours. La recherche sur la construction de la coprincipauté et de la cosouveraineté. Il convient tout d'abord de souligner que la formation de l'État andorran s'apparente à une stratégie politique inconsciente de la part des Andosins. Parler de la formation de l'État, c'est chercher comment s'est formé l'État, c'est se demander quand il est apparu, et par conséquent à quel moment ses caractères originaux se sont dégagés de l'organisation politique d'une société donnée. On se rend vite compte que la construction de l'État andorran n'a été possible que grâce à l'existence des coprinces. Dès lors, pour comprendre le processus de formation, il convient d'envisager une double démarche qui permette d'en saisir le processus de formation et la construction de la coprincipauté telle qu'elle est appréhendée aujourd'hui.
Une construction historique. Lorsque l'on visite l'Andorre, on se rend compte tout de suite des enjeux de la culture nationale et l'effort nécessaire pour garder ses racines, sa langue, son empreinte à travers le temps. Dans un État d'une superficie de 468 km², où un peu plus d'un tiers de la population est andorrane, le système institutionnel est à la fois à la recherche de réformes et de compétitivité, mais aussi le plus souvent entravé par des tendances oligarchiques bien enracinées dans la politique nationale. Les événements avant la création de l'État andorran ont parfois été pleins d'aventures. Certains ont même pu penser que l'Andorre était un morceau de terre facile à conquérir et à la recherche d'un roi. D'autres ont trouvé refuge en Andorre pour se protéger des guerres et de la persécution idéologique des régimes dictatoriaux. En effet, la situation géographique de l'Andorre lui a conféré le titre de terre de passant El Pas de la Casa, d'un quartier, d'une des paroisses, littéralement le passage de la maison, ou peut-être le passage par la maison, qui a été un refuge pour beaucoup d'immigrants. Aujourd'hui, elle est connue pour être un des pôles commerciaux andorrans. L'Andorre a été et continue d'être un territoire d'immigration pour de nombreuses personnes à la recherche d'un meilleur niveau de vie. Un grand nombre de citoyens espagnols, français et portugais ont vécu pendant de nombreuses années sur le territoire andorran, contribuant ainsi au développement économique, social et culturel de la société andorrane. Cette immigration fait partie d'une histoire beaucoup plus ancienne. En effet, les conflits territoriaux et seigneuriaux impliquant l'Andorre remontent au Xe siècle, avec des troubles régionaux qui marquèrent le Moyen Âge. Charlemagne lui-même aurait délivré, avec son armée, les Andosins de l'invasion arabe de la péninsule et, selon la légende, fondé l'Andorre en 805 avec l'aide de ses habitants. Les comtes et les seigneurs s'emparèrent des terres et, avec l'Église, eurent une influence très importante sur la construction historique de ce petit État. En fait, le comte de Barcelone et l'évêque d'Urgell s'accordèrent sur le sort des terres andorranes cédées à l'Église catholique. L'Andorre devint enfin, au XIIIe siècle, une coprincipauté co-souveraine sous l'autorité d'un coprince épiscopal et d'un coprince français. Des turbulences s'ensuivirent jusqu'à la fin du XXe siècle. Presque 1000 années d'histoire vont ainsi construire l'Andorre d'aujourd'hui. Dès lors, la naissance de l'État classique a complètement changé le droit, révolutionnant l'exercice du pouvoir privé et public. L'État appartient sans conteste aux notions fondamentales du droit, peut-être est-il même la notion fondamentale du droit moderne, notamment en ramenant à lui tous les pouvoirs disséminés dans la société féodale, opérant une concentration du pouvoir. En tant que telle, la notion d'État semble intemporelle, voire dotée d'une qualité quasi magique. Pourtant, loin d'être un objet figé dans le temps, voire en dehors du temps, l'État n'a cessé d'évoluer. Sa métamorphose continue est inhérente à sa fonction. L'État a vocation à organiser le pouvoir politique, lequel est nécessairement changeant d'une époque à l'autre. Des nouvelles formes d'État existent, s'adaptant de façon dynamique à la notion classique d'État, comme c'est le cas des États libres associés à la fin de la colonisation, des États autonomes, ainsi que du modèle de la principauté rappelant par là l'historicité du phénomène étatique et donc sa contingence. La principauté constitue ainsi un prisme privilégié de questionnement des présupposés de la théorie générale de l'État, en particulier de la notion de souveraineté. C'est sous l'impulsion de la famille Areni Plandoli i Maestre, en 1866, lors de la Nova Reforma, que la vie institutionnelle du pays connut une ouverture considérable, au point même de changer pour toujours de statut en ce qui concerne les seigneurs français et catalans. En effet, pour la première fois, les Andorrans établirent des règles au profit de leur peuple, instituant le droit de vote pour les familles riches au sein de leur assemblée de résidents. Ainsi fut introduit en Andorre le droit de vote et d'éligibilité au Consell de la Terra. Ce droit fut ensuite étendu aux autres concitoyens, les casalers, les hommes des maisons. L'Andorre a profité de la réforme et du développement économique et social à l'occasion de la révolution industrielle et des guerres, pour mettre en place sa stratégie d'expansion et de construction, avec l'aide de la France et du Royaume d'Espagne, grâce aux coprinces. Cet épisode a souvent été mal compris du fait du vide juridique concernant les détenteurs de l'autorité souveraine sur l'Andorre, mais il a aussi permis de préciser les bases juridiques du futur État andorran. Les malentendus étaient fréquents concernant l'identification des représentants des intérêts andorrans.
D'un côté, l'évêque d'Urgell exerçait un rôle double en tant que coprince et évêque, mais distinct de sa fonction épiscopale en Catalogne. D'un autre côté, c'est la fonction de président de la République française qui conféra le rôle de coprince-président au chef de l'État français. À partir de cette confusion juridique, tant en France qu'en Espagne, les coprinces jouèrent un rôle prépondérant dans le développement juridique de la souveraineté andorrane. La voie vers l'indépendance andorrane ressemble en quelque sorte à la phase de décolonisation tardive des années 1979 à 1990 des protectorats. D'ailleurs, stratégiquement, les Espagnols ont bâti les routes dans les paroisses frontalières de l'Espagne, dotant l'Andorre de réseaux routiers et électriques jusqu'à la moitié du territoire. Dans l'autre moitié, la France a pris en charge la construction de centrales hydroélectriques et ouvert l'accès de la frontière avec l'Andorre. Chacun entendait manifestement agir dans l'intérêt de son propre territoire. Ainsi se développa une mainmise économique de l'Espagne au sud, et une ouverture commerciale tournée vers la France au nord. Cependant, les influences espagnoles et françaises n'en restèrent pas là, et elles eurent de profondes implications dans la vie institutionnelle andorrane. Durant cette période, l'Andorre s'émancipa et jouit d'un fort développement en essayant d'imposer son rythme et son identité. La souveraineté étant toujours au cœur des discussions juridiques, passées, actuelles et futures en ce qui concerne les États, l'Andorre n'échappe pas à cette délicate question. Alors que dans un monde de plus en plus transnational, la souveraineté est, pourrait-on dire, en voie de disparition, celle-ci naît à peine en Andorre. Dans certains cas, ce sera à la Cour internationale de justice qu'il reviendra de clarifier le statut de certains États et de leur reconnaître la légitimité. C'est l'adoption de la Constitution andorrane de 1993, le pivot du changement de statut vers un État souverain, qui conduisit l'Andorre à une nouvelle échelle de reconnaissance juridique internationale. Dans ce processus de reconnaissance de la souveraineté, l'Andorre décida néanmoins de déléguer certaines compétences de sa souveraineté, essentiellement en matière de défense et de relations internationales, aux coprinces qui les exercèrent par le biais de leurs États, à savoir la France et l'Espagne, comme symbole de leurs bonnes relations historiques. En faisant ce choix, certains éléments de la souveraineté incitent à penser à l'existence d'une interdépendance de l'Andorre envers les États des coprinces. Ainsi, l'Andorre maintient de forts liens économiques, politiques, culturels et juridiques, tout en conservant sa liberté de recouvrer une indépendance totale. La participation active de l'Andorre dans la sphère internationale resta quelque peu ambiguë lors de sa participation à quelques organisations internationales, face à son statut juridique de coprincipauté encore méconnu parmi les États. Son intégration dans l'Organisation des Nations Unies et la signature des accords interétatiques respectèrent les principes de la Charte des Nations Unies reconnaissant l'égalité souveraine de l'Andorre à l'égard de tous les États membres. À cela s'ajoute la naissance d'une Europe de plus en plus supranationale, des organisations internationales et, d'ores et déjà, une économie mondiale avec des règles transnationales qui ont été un défi pour l'existence d'une coprincipauté préoccupée par la conservation de son statut de micro-État. Ainsi, le grand nombre d'échanges aux dépens d'une souveraineté singulière et parfois protectrice ont conduit l'Andorre à rechercher une association avec l'Union européenne dans une sorte d'intégration à géométrie variable. Si cette analyse historique permet de montrer l'évolution des différentes étapes de la construction juridique souveraine de l'Andorre et sa relation avec les coprinces, elle n'est pas suffisante pour en appréhender le fonctionnement. Dès lors, convient de recourir à une analyse de type contextualiste. L'analyse contextualiste, au service de l'étude des particularités de la souveraineté de l'Andorre. Jean Bodin retient plusieurs marques de souveraineté qu'il présente comme le pouvoir de faire les lois. Il en déduit que l'autorité qui dispose de ce pouvoir est l'autorité suprême. La souveraineté a été théorisée comme un pouvoir absolu, appartenant à l'État et au pouvoir royal. La notion de souveraineté possède plusieurs sens, et elle a ainsi été définie de façon différente selon les courants de pensée. En termes généraux, elle peut s'identifier comme une forme supérieure d'autorité permettant à l'État de s'organiser selon sa propre volonté. En effet, un État sans souveraineté ne pourrait pas exister. Par conséquent, ceux qui détiennent la souveraineté peuvent décider de créer un État,
de le gouverner et de le représenter. Ainsi, l'apparition de l'Andorre ne s'est concrétisée qu'une fois que la souveraineté a été aux mains du peuple andorran. Selon Raymond Carré de Malberg, la souveraineté est un élément de définition exclusif de l'État, qui permet de le différencier des autres entités présentes sur le territoire. D'ailleurs, encore faut-il savoir qui est le détenteur de ce droit exclusif de l'État. C'est le préalable indispensable pour comprendre l'organisation de l'autorité souveraine en Andorre. Néanmoins, le concept de souveraineté est de plus en plus relatif et sa pertinence est contestée. Si la qualification du pouvoir de l'État ne peut plus entrer totalement dans les critères absolus dégagés par Jean Bodin, ce pouvoir continue toutefois d'être spécifique. Pour l'État, l'enjeu reste la conservation de sa place dans l'ordre mondial, principalement sous l'angle de la puissance démocratique qui repose sur la souveraineté nationale. Cette souveraineté, selon Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, est la compétence de la compétence qui ne peut être partagée car elle est indivisible. Toutefois, plus tard, dans les théories de l'État, Léon Duguy 1859 à 1928 et Maurice Oriou 1883 à 1926 se sont opposés sur la conception du rôle de l'État. Léon Duguy appréhendait l'État dans sa nature objective, plutôt métaphysique, qui correspond à un ensemble de règles de comportement et bénéficie d'une sanction sous l'effet de la contrainte collective, en renvoyant à des usages dont chacun est conscient, pénétré par une sorte de sentiment d'obligation. Il faut dire que l'État a toujours exercé une forme de fascination sur les populations et les auteurs. Ainsi, dès l'Antiquité et jusqu'à ce jour, l'existence de l'État et de son pouvoir particulier a toujours fait l'objet de nombreuses études et descriptions. Maurice Oriou, quant à lui, concevait l'État dans sa nature subjective, uniquement voué à la chose publique sous le contrôle du droit, dans lequel l'État est une puissance de gouvernement centrale à caractère public. Il repose sur une communauté nationale, et il vise à développer l'entreprise de la chose publique. D'autres conceptions plus strictes affirment, comme le fait Hans J. Morgenthau, que la souveraineté sur un territoire ne peut pas résider simultanément en 2 différentes autorités, c'est-à-dire que l'autorité souveraine est indivisible. Cette perspective était de plus en plus controversée dans cette nouvelle organisation mondiale des États. L'Andorre ne semblait pas être très loin, lors de sa création, d'un État souverain qui se voyait obligé de partager certains aspects de son pouvoir souverain dans le but d'exister. Du latin classique superus au latin médiéval superanus, la souveraineté désigne ce qui est supérieur. L'histoire de l'Andorre suivit l'évolution du concept de souveraineté depuis la fin de l'Empire romain, gardant avec elle les traces de sa métamorphose. La souveraineté serait désormais un concept obsolète qui ne serait plus une puissance suprême, indivisible et illimitée mais au contraire, une puissance limitée, divisible et non suprême. Dans le cas de l'Andorre, la question de sa souveraineté touchait au domaine financier, à l'autorité publique et au peuple, entraînant ainsi une souveraineté précaire, encore en construction. Les conditions de l'existence de l'État étaient bien là, un territoire, une population et une autorité souveraine, mais encore en phase d'affirmation. Olivier Beau précise que la souveraineté ne se réduit jamais à un contenu dit négatif, l'indépendance. Elle se concrétise toujours par une compétence, ou mieux par un acte ou une prérogative, forme d'expression juridique de la puissance. Les coprinces détiennent ainsi une part de la puissance souveraine à travers leurs prérogatives de chef d'État. La puissance étatique n'est rien d'autre que la souveraineté. Ainsi, ce critère de puissance de commandement ne suffit pas à caractériser l'État simplement par le fait que n'importe quelle autorité, publique ou privée, est capable d'imposer de façon unilatérale sa volonté à des individus, avec l'édiction des normes. Le critère de la capacité d'auto-organisation, d'autonomie semble donner à l'État une puissance propre. Mais il semble que, de nos jours, les États ne vivent que l'illusion de la souveraineté, face à un modèle institutionnel interdépendant d'organisations internationales, de traités et d'intérêts politiques. Comme nous allons le montrer, l'Andorre correspond à un modèle singulier de l'exercice de sa souveraineté, à la fois indépendant et autonome, puis connecté par ses propres artifices juridiques aux prérogatives de coprince. En effet,
L'État andorran est d'abord un lien historique avec ses coprinces pour être ensuite une entité de droit international dotée d'une construction forgée par l'histoire entre l'Église et l'État. L'État ne s'autoproclame pas en un seul jour. Depuis plus de 1000 ans, l'Andorre s'est construite, mais elle reste le fruit d'un cheminement propre, une construction lente à la recherche d'une légitimité spécifique capable de pérenniser l'entité ainsi créée. L'Andorre est un territoire sur lequel vit un ensemble hétérogène de personnes unies par des buts communs. L'idée de nation n'est pas encore très forte et dans le cas andorran, elle doit encore être définie. Les Andorrans partagent des règles juridiques et politiques communes, acceptées par tous. L'État andorran a donc une dimension abstraite avant d'être matérialisé, voire identifié, par ses représentants. La base de la souveraineté andorrane repose tout d'abord sur la notion de suzeraineté, en tant que fief d'un seigneur et dans son cas, de deux seigneurs. La souveraineté découle d'une même notion de supériorité des gouvernants sur les gouvernés. Appliquée aux relations féodales, la suzeraineté désignait la suprématie de celui qui se trouvait au sommet d'une pyramide de liens personnels, dit vassalique. Elle permit en France l'affirmation du pouvoir royal entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle, et devint souveraineté dès lors que cette hiérarchie fut englobée dans une autorité qui ne se contentait plus de dévaler les échelons d'une fidélité en cascade, mais pesait sur tous les hommes d'un territoire. Cela se réalisa en France à partir des années 1260, alors que les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique fondaient les notions de justice. La féodalité régnait partout en Europe, contribuant à l'organisation territoriale après les guerres et organisant les monarchies d'Aragon, de Catalogne et de France. En somme, les deux notions juridiques sont l'œuvre d'un pouvoir souverain en construction. La première autorisait une pyramide des fiefs au sommet de laquelle se trouvait le suzerain, et la seconde unifiait l'espace sous l'égide d'un souverain. Le modèle initial co-souverain andorran correspondait à la définition limitée de la souveraineté donnée par Olivier Beau, puisque l'autorité n'existait qu'à travers les coprinces, leur puissance militaire ou leur puissance d'influence, voire leurs actes. Cependant, l'origine de la co-suzeraineté de l'Andorre fait l'objet d'un débat. En effet, pour Henri Castillon d'Aspet, en 867, un seigneur du nom d'Athon s'était emparé des biens appartenant à l'abbaye de Saint-Volusien de Foix, située entre l'Ariège et l'Arget, un monastère dépendant alors de celui de Saint-Tibéri près de Béziers. Un concile se tint à Narbonne au sujet de cette spoliation et au cours de ce concile, Athon, vicomte de Pélas, issu de la lignée mérovingienne, fut condamné à restituer le monastère dont il s'était emparé. En effet, le vicomte exerçait son pouvoir non seulement sur l'Andorre, mais aussi sur toutes les gorges et les terres au cœur des montagnes entre l'Espagne et la France. La spécificité de la souveraineté andorrane reposait sur le principe de la coseigneurie sur le territoire andorran à partir des paréages de 1278 et 1288, et de la notion de souveraineté indivisible qui s'était bâtie dans le cadre de la coprincipauté, un régime juridique de partage égal et indivisible de pouvoir entre deux princes dans certains domaines. La nouvelle logique moderne de l'État était en train de naître après les années de domination despotique de souverains. Cette idée relativiste du pouvoir mettait en évidence la possibilité d'avoir une souveraineté représentée par une puissance autre que celle de l'État. En l'espèce, ce serait une délégation, voire un partage de souveraineté avantageux pour le souverain, celui qui détient la puissance et les subordonnés. C'est en effet le cas de l'Andorre où ces deux coprinces n'ont pas ou presque pas vécu sur le territoire andorran, mais représentent conjointement certains aspects de la souveraineté andorrane. On a beaucoup écrit, surtout de nos jours, sur l'Andorre, mais parmi la multitude d'ouvrages qu'elle a inspirés, il ne se trouve que peu de documents éclairant la situation juridique de la souveraineté de la coprincipauté d'Andorre. Le livre de base auquel on doit toujours se rapporter lorsqu'il s'agit de découvrir la coutume de l'Andorre est celui de J.A. Brutalis qui, avec compétence et autorité, a recherché les origines historiques de l'Andorre dans des documents authentiques. Celles-ci sont très importantes pour définir le statut souverain de l'Andorre, car elles représentent l'unique survivance d'un régime féodal aboli qui devient un État moderne conservant toutefois quelques caractéristiques d'un passé moyenâgeux. Son développement juridique récent permet de découvrir les vestiges de son passé.
Voilà une occasion d'accompagner encore au XXIe siècle les controverses des théories sur la souveraineté des États. L'intérêt et l'actualité du sujet. Cette étude cherche à clarifier les statuts de coprince andorran chef d'État, coprince épiscopal et coprince président, leurs prérogatives et leurs devoirs. À l'heure où les États s'unissent en organisations régionales ou internationales, la question de la souveraineté est souvent mise en évidence et protégée par des réserves dans les accords, conventions ou traités. Les étapes de la reconnaissance de sa souveraine ont pris de l'ampleur avec les différents accords internationaux qu'elle a conclus, mais aussi dernièrement, avec l'accélération des accords avec l'Union européenne. L'Andorre compte aujourd'hui une centaine d'accords bilatéraux et multilatéraux allant du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté de l'Andorre de 1993, à l'accord monétaire entre l'Andorre et l'Union européenne depuis 2011. Son envie de se détacher des seules influences espagnoles et françaises a peu à peu pris de l'ampleur et commencé à se développer dans une nouvelle stratégie d'intégration souveraine. Néanmoins, conquérir sa place en tant qu'État n'est pas une tâche facile. Sa limite est de taille. En effet, les limites structurelles, voire infrastructurelles, dès ses débuts, ont fait que l'Andorre est restée dépendante des avantages institutionnels déjà établis par les États voisins. Aujourd'hui encore, alors qu'il n'existe pas de représentation diplomatique andorrane à l'étranger, les Andorrans doivent s'adresser à une représentation des pays voisins. L'identité souveraine de l'Andorre semble parfois en danger lorsqu'on observe les différentes sphères d'influence des coprinces, même si celles-ci deviennent de moins en moins importantes. À ce jour, l'Andorre n'est membre ni du Fonds monétaire international, ni de l'Organisation mondiale du commerce. Ces deux institutions internationales que l'Andorre aspire à rejoindre sont pourtant la clé de l'accès aux marchés financiers mondiaux. C'est pour cette raison que cette étude tient à clarifier les particularités juridiques de la cosouveraineté de la coprincipauté d'Andorre, sous les influences de la France et de l'Espagne. Les défis internationaux pour l'Andorre ne sont pas simples mais de plus en plus, ce petit État andorran conquiert sa place et se crée un solide réseau d'influence. Tout a commencé par la visite officielle du général Charles de Gaulle en 1966, premier chef d'État et coprince français à se rendre en Andorre. Depuis, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac ont rappelé leur fonction de coprince-président, sans pour autant s'y montrer vraiment attachés. Récemment, Nicolas Sarkozy en 2010 et François Hollande en juin 2014 ont prouvé que l'Andorre n'était pas oublié des coprinces français. Cette dernière visite marque le souhait de l'Andorre de poursuivre des efforts concernant la transparence de sa politique fiscale et d'accéder à un accord d'association avec l'Union européenne. Dans cette même perspective d'ouverture, la principauté a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors d'une visite officielle en reconnaissance de la participation andorrane aux efforts de lutte contre les violations des droits de l'homme et au combat contre la pauvreté dans le monde. Enfin, le Premier ministre français Manuel Valls et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy sont, eux aussi, venus tisser personnellement des liens politiques avec l'Andorre. Sans doute toutes ces initiatives, tantôt politiques tantôt juridiques, contribue-t-elle à ce que l'Andorre ne soit pas laissée en marge des évolutions européennes et internationales, mais au contraire qu'elle joue pleinement son rôle d'État souverain. Dans un contexte d'européanisation et d'internationalisation économique et sociale, le droit ne fait pas exception et connaît des difficultés à s'adapter face à la création de nouvelles entités souveraines. Ainsi, le droit devient de plus en plus standardisé et rend floue la ligne de séparation entre le domaine national et le domaine international, cherchant la simplification, voire l'unification des règles de droit. Le XXe siècle connaît la multiplication sans précédent des États, et l'État-nation arrive à son apogée, donnant lieu à de nouvelles formes de gouvernance. En revanche, l'Andorre n'a toujours pas une reconnaissance juridique de la nation. Même le langage de la rue ou le vocabulaire profane font une large place à l'État alors que, traditionnellement, les notions issues du langage juridique et parfois politique n'intéressent que très peu l'ensemble des citoyens et restent propres à un groupe restreint et averti. À cela, il faut ajouter que plusieurs éléments viennent illustrer les particularités de la coprincipauté issue des milieux ecclésiastiques,
des familles influentes, des guerres et des héritages controversés. Cependant, même si, dans les livres d'histoire et de géographie, cette enclave entre la France et l'Espagne n'est pas toujours visible, les habitants des vallées andorranes ont joué un rôle stratégique pendant les guerres d'accession à la souveraineté. C'est à cette Andorre d'aujourd'hui, et à la construction de cet État, à la fois ancien et moderne, que nous consacrons la présente étude. La problématique. Se pose ainsi la question de connaître l'avenir du statut de la coprincipauté, face à tous ces engagements nationaux et internationaux, parfois entravés par le statut des coprinces. En fait, les mouvements d'opinion politique, de plus en plus renouvelés par la troisième génération d'Andorrans, semblent envisager un nouveau régime juridique. De même, le poids de l'Église ne semble plus adapté aux exigences sociales et politiques de l'État. Ainsi, comment l'Andorre s'organise-t-elle face aux particularités juridiques de son statut de coprincipauté ? La nature des relations qui existent entre les coprinces et le développement juridique institutionnel andorran a des conséquences sur la manière d'appréhender la qualification que l'on peut donner à la souveraineté andorrane. Les différentes évolutions relatives au régime politique institutionnel conduisent nécessairement à aborder la problématique de la qualification du fonctionnement institutionnel de la coprincipauté. Ce modèle d'organisation étatique se rapproche d'une organisation monarchique propre à un royaume et à des formes d'État classiques. En effet, il s'agit d'une organisation hybride, voire d'une manière d'être de l'État sui generis. L'étude des particularités juridiques de la coprincipauté d'Andorre apporte un éclairage sur l'exercice de la souveraineté. En effet, depuis les paréages de 1278, l'Andorre est le résultat d'une organisation hybride entre le coprince épiscopal et le coprince français. Cette organisation diarchique est une nouvelle manière d'organiser la société politique, contrairement aux théories de la souveraineté absolue d'une seule personne. Ainsi, la cosuzeraineté andorrane à ses débuts ne correspondait pas à une forme précise d'organisation du pouvoir. Elle a toujours eu une forme sui generis, qui cherchait à s'adapter aux nouvelles évolutions de ce qu'on appelle l'État moderne. Dans cette perspective, l'étude doit s'orienter vers l'appréhension du rôle des coprinces et des andorrans dans la construction de la souveraineté andorrane. Il s'agira d'une analyse de l'évolution du statut de la coprincipauté par rapport aux coprinces. Ainsi, l'objet de l'étude est d'analyser à la fois la manière dont les coprinces ont influencé la vie juridique andorrane et inversement, la façon dont aujourd'hui les Andorrans perçoivent les coprinces. Cette étude sur les particularités juridiques de la souveraineté de la coprincipauté d'Andorre se fonde sur une double analyse. Il s'agit, d'une part, d'une analyse de la cosouveraineté, marquée par la construction juridique de coseigneurie avec l'abolition des droits féodaux de la nuit du 4 août 1789, mais rétablie par un décret napoléonien du 27 mars 1806 affirmant la volonté des Andorrans de garder les liens féodaux permettant au peuple andorran de bénéficier de la protection française et épiscopale. Le point de départ de la création d'un État est affirmé par le décret de 1981, qui permet des réformes institutionnelles, et par lequel l'Andorre met en avant son aspiration à devenir un État à part entière. Il s'agit d'autre part, de s'intéresser aux limites de la mise en œuvre de la souveraineté, avec à la fois l'affirmation de l'existence d'un État souverain et la garantie des prérogatives des coprinces. L'Andorre acquiert un statut d'État souverain, indépendant, de droit, démocratique et social, en choisissant le modèle de la coprincipauté parlementaire. C'est une souveraineté indivise qui est mise en avant. L'article 46 de la Constitution prévoit les actes partagés des coprinces avec le gouvernement, des compétences plus symboliques que réelles, la nomination du chef du gouvernement, la sanction et la promulgation des lois. Plus ambigus sont les articles 66 et 67 qui accordent un véritable droit de veto dès la négociation des accords internationaux, sous peine de saisir le tribunal constitutionnel. L'Andorre joue pleinement son rôle d'État, tant auprès du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des Nations Unies que, plus récemment, avec l'accord monétaire avec l'Union européenne en 2011. À la tête de l'Andorre se trouvent deux coprinces qui, conformément à la tradition et selon l'opinion majoritaire de la doctrine constitutionnelle, détenaient la souveraineté andorrane avant la Constitution. Cela dit,
le rôle des coprinces ayant évolué, sa pertinence semble remise en cause au profit de l'Europe. Première partie. Les SPECIFICITES juridiques, de la SOUVERAINETE, de la COPRINCIPAUTE d'Andorre. L'intelligence actuelle du droit public et des institutions françaises ne se limite pas à l'ensemble de ces textes constitutifs. Elle a une épaisseur historique qui propose des clés d'explication et qui rappelle que le droit reste une science humaine et sociale, bien éloignée des sciences dures. L'histoire est à ce titre un des piliers fondamentaux de la culture juridique. François Saint-Bonnet et Yves Sassier. Les juristes, philosophes et écrivains ont essayé au fil du temps de donner une définition commune à la souveraineté. Tant bien que mal, ils ont réussi à cerner la notion sans pour autant faire l'unanimité. Jean Bodin présentait la souveraineté comme un attribut essentiel de l'État. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Ainsi, lorsque Bodin décrivait sa vision de la souveraineté, il était bien imprégné du modèle monarchique et absolutiste de son époque. Or, dans le cas de l'Andorre, il était encore difficile de définir son statut par rapport au seigneur, et même de penser à un modèle nouveau d'organisation, comme sera l'État tel qu'on le connaîtra plus tard. Elle vécut pendant longtemps sous la codomination de deux pouvoirs souverains, une notion juridique peu répandue et paradoxale à cette époque. Le roi était le souverain incontestable, le représentant de Dieu sur terre qui, avec son pouvoir souverain, conquérait les autres royaumes. Cela dit, peu de rois étaient intéressés par la cause andorrane qui a bâti son propre modèle, propre à son identité. Lorsqu'on traite de la question andorrane, il est nécessaire de se référer à l'approche juridique française de la souveraineté. Les Français l'entendent comme la qualité propre à l'État qui possède le pouvoir suprême impliquant l'exclusivité de la compétence sur le territoire national, souveraineté interne, et sur le plan international, l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères limitée par les conventions ou par le droit international ainsi que la plénitude des compétences internationales, souveraineté externe. C'est le pouvoir politique suprême dont jouit l'État. D'ores et déjà, cette approche reste apparemment un objet d'étude pour le cas andorran. Il s'agit de savoir si l'État de l'Andorre possède vraiment l'exclusivité du pouvoir, et cela que ce soit sur le territoire, sur son peuple ou même sur son gouvernement. Ainsi, la question de savoir sur qui reposait la souveraineté de l'Andorre a suscité beaucoup d'interrogations. Néanmoins, rien n'est plus dangereux, affirmait Esmin, en matière constitutionnelle que de confondre le pouvoir avec le droit et de conclure de l'un à l'autre. Ce mélange entre droit et pouvoir en Andorre est très ancré dans la société à cause du manque de législateurs pendant plusieurs centaines d'années, de 1472 à 1866. Le flou juridique qui planait durant cette période a permis une organisation singulière, et parfois encore archaïque, mais qui semble se moderniser au fur et à mesure. Ainsi, compte tenu de différentes visions de la notion de souveraineté et surtout, de la question du début de l'existence souveraine de l'Andorre, deux axes doivent être envisagés. Le premier doit permettre d'analyser la doctrine classique de la souveraineté sous l'angle andorran. Cette première approche vise à mettre en avant la qualification juridique de la souveraineté de l'Andorre et le dépassement du modèle classique de l'État à travers la coprincipauté. Le second axe, quant à lui, vise à éclairer les éléments extérieurs qui ont limité la souveraineté andorrane. Il s'agit alors d'établir quels sont les aspects de souveraineté dévolus aux seigneurs coprinces et quelles influences ils ont sur la place de l'Andorre sur la scène européenne et internationale. Titre 1. La qualification sui generis de la SOUVERAINETE de l'Andorre. Le cadre territorial est, pour l'État, un objet de souveraineté. C'est le cadre géographique dans lequel la puissance publique s'exerce d'une façon exclusive. En effet, les frontières andorranes ont été formellement fixées par la Constitution, mais elles existaient déjà bien avant sous la forme de droits de propriété familiaux devenant peu à peu l'État andorran. Dans l'introduction à la doctrine de l'État, Georg Jelinek précise que la centralisation et la décentralisation, dans le gouvernement et dans l'administration, dépendent de l'étendue du territoire, du lien qui existe entre ces diverses parties, des communications possibles du caractère insulaire du pays. En l'espèce, lorsqu'on fait référence à l'Andorre du XIIIe siècle,
ni son territoire ni sa population ne sont encore clairement définis. Il existe incontestablement deux autorités, mais qui n'exercent pas au sens de Georg Jelinek une compétence exclusive, puisque cette dernière est partagée. L'État andorran proprement dit n'existe pas, mais nous pouvons d'ores et déjà identifier un peuplement bien précis de personnes qui en principe, ne se sentent rattachées, ni au comte de Barcelone, ni au comté de Foix, ses voisins les plus proches. Il n'est point question d'un État, dont l'autorité souveraine exerce son pouvoir sur la population habitant un territoire déterminé et qui, à cette fin, est doté d'une organisation permanente, mais plutôt d'un territoire regroupant un ensemble de personnes. Ce dernier résulte des théories juridiques de l'État de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, principalement développées en France par Raymond Carré de Malberg. Selon ce dernier, la souveraineté émane de la nation, et la nation est personnifiée par l'État, créant ainsi un ensemble parfaitement indivisible. L'État est donc un État-nation, jouissant d'une souveraineté indivisible. Il s'agit depuis lors, de l'acception couramment retenue de l'État. En ce qui concerne l'Andorre, il est encore difficile de définir la nation andorrane. En effet, le mélange interculturel, l'exiguïté de son territoire ainsi que sa population peu nombreuse rendent difficile l'établissement des paramètres précis en ce qui concerne l'identité andorrane. Il est néanmoins possible d'identifier un mode d'organisation sociale typique andorran toujours à la recherche d'une plus forte identité, tant pour sa population que pour son État. Dès lors, dans une première analyse doctrinale, nous observons qu'il y a plusieurs approches de la notion de souveraineté. Les auteurs classiques fondent leur théorie sur leur conception souvent absolutiste ou monarchique, avec un seul détenteur du pouvoir, alors que les auteurs contemporains envisagent une valorisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.